Il est 18h au Mali, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Hadisser. Au Mali, l'ex-ministre de la Défense Ba Ndaw va présider la transition. Un colonel-major à la retraite choisi comme président de la transition par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août. Le nouveau président est censé officier pendant 18 mois. Son portrait à suivre dans ce 18h. Un pas franchi vers la bonne direction selon Aloutine, fondateur de Africa Jom Center. Affaire I2AF, Pape Massata Diack, condamné à 5 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende, condamne et réfute ce verdict selon le fils de Lamine Diack. Il ne quittera jamais le Sénégal pour un jugement en France. On parlera également des inondations et ses lots de conséquences. 7300 sinistrés sont enregistrés rien que dans la région de Dakar, selon le gouverneur. L'opération Findi a été lancée ce lundi. Un dispositif particulier pour l'évacuation des eaux est mis en place à Keur Massar. Relance de l'économie dans ce contexte de pandémie. Le chef de l'État fait de l'agriculture la priorité. L'agriculture peut être un moteur de notre croissance, mais pour atteindre les objectifs, il faut plus d'investissement, plus d'équipement et plus d'organisation, selon Souleymane Astou Diagne, le maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bambey. Il sera notre invité. Vous aurez également Info Éco. Voilà pour les titres. Hadisser. Est à la présentation. Pape Abdoulaye Dieye assure la mise en onde. Bienvenue. Au Mali, le nom de celui qui va diriger la transition est connu. Ba Ndaw, il est colonel à la retraite et ancien ministre de la Défense sous le régime déchu d'Ibeka. Assimi Goïta, président du Comité national pour le salut du peuple, est nommé vice-président. Qui est Ba Ndaw, le nouveau président de la transition au Mali? Son portrait avec Sori Ibrahim Meiga. Né le 23 août 1950 à 100. Dans la 4e région administrative du Mali, Ségou. M. Ndaw, connu pour sa rigueur et son intégrité, a fait une brillante carrière au sein de l'armée de l'air, avant de faire valoir ses droits à la retraite. Après son baccalauréat, il est attitré comme engagé volontaire dans l'armée en juin 1973. L'année suivante, il est désigné pour suivre un stage de pilote d'hélicoptère en URSS ex-Russie. Il peut se prévaloir d'une riche carrière militaire. En mars 1976, alors qu'il est jeune militaire, M. Ndaw, communément appelé le Grand à l'époque, intègre la toute nouvelle armée de l'air. Titulaire d'un brevet d'études militaires supérieures en France, il est aussi breveté de l'école de guerre en 1994. L'ancien ministre de la Défense et des anciens combattants qui avait remplacé Soumaïlou Bouboué Mega à la suite des scandales liés à l'achat des équipements militaires en 2014 est de la 7e promotion de l'école militaire interarmes EMIA de Koulikoro, d'où sont formés les officiers du pays. Il a également été aide de camp du président Moussa Traoré, chef d'état-major de l'armée de l'air, chef d'état-major adjoint de la garde nationale, directeur du génie militaire, chef de cabinet de la défense à la primature, directeur général de l'équipement des armées, chargé de mission au ministère de la Défense sous Ibeka. Ba Ndaw parle français, russe, anglais et bambara. Il a été désigné par un collège mis en place par le CNSP et constitué des représentants de la jeunesse, du mouvement du 5 juin, de la société civile, des leaders religieux et du Comité national pour le salut du peuple. A précisé que M. Ndaw est secondé par Assimi Goïta qui va assurer le poste de vice-président. La cérémonie d'investiture aura lieu le vendredi prochain. Sori Ibrahim Meiga, Bamako, Sud FM. Sori Ibrahim Meiga, l'ancien ministre de la Défense, colonel à la retraite, porté à la tête de la transition au Mali. Aloutine, fondateur du think tank Africa Jom Center, analyse positivement cette décision. Selon lui, c'est un pas vers la bonne direction. Il estime que la mise en place des organes de la transition doit être la prochaine étape. Voici Aloutine au micro d'Amoudou Moustapha Dia. C'est bien déjà qu'on ait un président civil, c'est-à-dire un ancien militaire, colonel retraité, qui a été aide de camp de Moussa Traoré,
qui a été quand même un éphémère ministre de la Défense du président Ibrahima Boubacar Keïta. Maintenant, je pense qu'il faut faire, c'est d'aller assez vite de mettre en place les institutions de la transition. Oui, absolument, parce que le Mali est sans institution depuis quelque temps, vraiment dans un contexte de dégradation, de sécurité presque continue. Nous avons besoin de stabilité du Mali qui est pratiquement l'épicentre de problèmes de sécurité de la sous-région. Donc c'est un pas significatif de mon point de vue qui vient d'être franchi. C'est une bonne chose. L'essentiel vraiment au Mali aujourd'hui, on a besoin d'aller vite pour mettre des institutions en place et vraiment tourner la page de cette période trouble, tourmentée au Mali et dans la sous-région. La CEDEAO aujourd'hui, je pense, doit être satisfaite parce que ça faisait partie quand même des conditions pour lever les sanctions. Et puis bon, les Maliens aussi commencent à ressentir de façon assez dure les sanctions. Donc pour le moment, je pense que bon, c'est un bon pas parce que il y aura un accord entre le Mali et la CEDEAO. Et bon, je pense qu'on va tourner petit à petit la page vraiment de cette histoire, je dirais, dramatique du Mali. Voilà donc l'ex-ministre de la Défense malienne, Bah Ndaw, va présider la transition. Un colonel à la retraite choisi comme président de la transition par la junte. La cérémonie d'investiture aura lieu vendredi prochain. Sud FM, l'info, c'est ici. Réponse de Papa Massata Diack à la justice française sur le procès lié à la corruption et au dopage dans l'athlétisme mondial. Papa Massata Diack, condamné, réfute le verdict qu'il qualifie de paritaire et annonce qu'il ne quittera jamais le Sénégal pour un jugement en France. Il a fait face à la presse ce matin, Josette Kali. Pile de dossiers à l'appui, 5 jours ont suffi à Papa Massata Diack pour répondre à la justice française suite à ce procès. Avec des manquements dans l'enquête, le fils de l'ancien président de l'athlétisme mondial dénonce un procès fallacieux qui a abouti à un verdict paritaire. C'est absolument aberrant ce que la justice française vient de faire. On me dit que j'ai fui la France. À quoi ça ressemble? Ça montre qu'il n'y a pas d'enquête. Comme on dit, j'ai avalé la couleuvre et j'ai laissé passer. Malgré qu'ils n'ont aucune preuve, aucune évidence m'impliquant en quoi que ce soit, ils ont préféré faire rentrer ça dans le procès. Ce n'est pas du droit pénal. Alors, donc, la justice française et l'AMA ont menti en ce qui concerne les droits de télévision le 16 septembre. Je vois que ce jugement est dépourvu de toute logique. Le juge explique que je ne suis qu'un émissaire de Lamine Diack. Mais pourtant, il me condamne à 2 fois plus et plus sévèrement que Lamine Diack. Les Russes, Melnikov, Valentin Balanichev, ils ne sont pas venus en France, ils ne se sont pas fait représenter, ils ont ignoré la justice française. On les condamne à 3 ans de prison ferme, pas d'amende financière, alors qu'on dit qu'ils ont extorqué de l'argent à les athlètes. Pas d'amende financière pour Melnikov, le coach, celui qui a accueilli les athlètes, on le connaît, il est identifié. Après avoir interjeté appel, Papa Massata Diack assure à qui veut l'entendre qu'il ne posera jamais les pieds en France pour y être jugé. Je vous ai montré la lettre de Sidiki Kaba, elle est claire. Je suis au Sénégal au moment des faits, je n'ai pas à me rendre. Le droit français me permet de me faire représenter par les avocats. À moins que maintenant, à ce moment-là, ils n'ont pas envoyé des forces spéciales pour me quitter, c'est tout ce qu'il reste. Je refuse le rapport de l'AMA et je refuse que cette affaire de soi-disant soupçon de corruption sur le dopage en Russie soit devenue une affaire judiciaire. Je ne me présenterai jamais en France. Je suis justiciable sénégalais. Je suis citoyen sénégalais. Pourquoi aller me présenter en France? Allez en France. Le procès bouclé, dorénavant, Papa Massata Diack menace de dévoiler des dossiers explosifs. Il est hors de question que la Chine participe. C'est Taïwan qui représente la Chine. Il est hors de question. Vous les Américains, vous avez exclu Taïwan au Conseil de sécurité pour réintégrer la Chine parce que c'est un marché d'1 milliard d'habitants pour vos intérêts économiques. Au sport, on va réintégrer la Chine, on exclut Taïwan. Lamine Diack a mené ses combats. On en sait beaucoup de choses. Thomas Bach qui parle, président du CIO. Dites-lui que sans Lamine Diack, il ne serait pas aujourd'hui président du CIO. Dites-le lui, papa. Et j'en sais beaucoup de choses. Van Drulenbeck est réputé être quelqu'un qui aime humilier les puissants. Ils n'ont qu'à balayer sur le top terrain. Il est une des classes politiques les plus corrompues au monde. Le verdict rendu le 16 septembre dernier par la justice française ne met pas pour autant fin à cette affaire sur la corruption et le dopage dans l'athlétisme mondial. Quoi qu'il en soit, elle se poursuit maintenant à distance.
Josette Kali, un mort, un sous-officier de l'armée et 2 blessés. C'est le bilan d'un accident de moto survenu hier soir dans la commune de Dimboli, dans la région de Kédougou. Le corps et les blessés sont évacués au centre de santé de Kédougou. Boubacar Tamba. La route a encore tué dans la commune de Dimboli, ici dans la région de Kédougou. Et c'est un jeune sous-officier de l'armée en cessation temporaire de travail chez ses parents qui en est la victime. Les faits ont eu lieu hier soir à la hauteur de la bourgade de Tiangol. Témoignage. Le jeune Ibrahim Sori Diallo, alias Boura, il venait de son village natal, Yeroya, à une vingtaine de kilomètres de Kédougou. Il allait sur Kédougou. L'axe Dimboli. Non, il était venu à Kédougou, il rentrait. Ah, il rentre. Maintenant, en rentrant, il a rencontré un autre jour de Yeroya, aussi du nom de Boura aussi, qu'il a rencontré. Lui, il était sur une moto super. Boura et sa maman étaient sur une moto Jakarta. Okay. Ils se sont rencontrés là-bas. Sur place, lui, il est décédé. Il est décédé sous le coup? Sous le coup, il est décédé. Et il avait supporté sa maman? Il avait supporté sa maman, en tout cas, du 3e âge. Et sa maman est blessée? Oui, sa maman est blessée. L'autre jeune aussi est blessé. Ils sont présentement au district sanitaire de Kédougou. Il était en congé? Il était en congé, il venait de Kolda, du camp militaire Alpha Molo Baldé de Kolda. Il est venu l'autre samedi. Hier, c'était juste 9 jours. Il était venu voir sa famille? Il était venu voir sa famille et il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort sur la route de Yeroya. Il est le 2e garçon de sa maman, mais c'est le seul qui travaille pour soutenir la famille. Le corps sans vie du jeune sous-officier est à la morgue du centre de santé de Kédougou, où sa mère et l'autre motocycliste sont soignés. Il sera porté en terre demain. Boubacar Tamba, Kédougou, Sud-Afrique. On ouvre à présent le chapitre des inondations. L'opération Fendi a été lancée ce lundi par le gouverneur de Dakar. Une 60aine de camions hydrocureurs, des engins lourds entre autres, vont être acheminés au niveau des localités envahies par les eaux avec un dispositif particulier pour Keur Massar. Babacar Samb. 200 à 300 millions de francs CFA pour démarrer l'opération Fendi selon le gouverneur de la région de Dakar qui vise à évacuer les eaux dans les zones inondées. 67 camions hydrocureurs et une quinzaine d'engins lourds vont prendre d'assaut les sites submergés par les eaux de pluie. Le pompage qui va se poursuivre en s'intensifiant avec un dispositif particulier pour Kamil Bass, c'est à Keur Massar. 5 établissements sont déjà mis en place pour l'évacuation des eaux dans cette localité durement affectée. 5 lignes qui déversent directement dans la forêt classée de Mbao. Un dispositif qui sera renforcé avec un autre établissement prévu en ce sens. L'autre volet, à en croire le gouverneur, concerne l'hygiène et la santé. Des produits de saupoudrage seront distribués. Environ 160 structures de santé seront dotées de lots de médicaments. Et chaque structure sanitaire va bénéficier d'une enveloppe d'1 million de francs CFA. Concernant les sites de relogement, toutes les dispositions sont déjà prises. Des dispositifs mis en place, l'alimentation, l'électricité, l'eau assurée, des postes de santé et de sécurité installés. Les autorités tablent sur une période initiale de 10 à 15 jours pour mener cette opération Fendi dans le cadre du plan Orsec. Environ 7300 déclarations de sinistrés enregistrées dans la région de Dakar, selon le gouverneur Alassane Sall, de préciser que toutes les dispositions sont prises pour prendre en charge les sinistrés relogés au niveau des sites de recasement. On l'écoute avec Babacar Samb. À ce jour, nous travaillons sur la base de déclaration de sinistres. À ce jour, nous avons sur notre fichier, donc base de données, à peu près 7000 déclarations de sinistres. Mais il peut arriver que dans une habitation, qu'il y ait 2 voire 3 déclarations. Parce que, évidemment, c'est peut-être le système de ménage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, nous tournons autour de 7300 déclarations de sinistres. Et le toilettage maintenant se fait avec des enquêteurs que nous mettons, que nous mobilisons et qui vont faire le tour des domiciles sinistrés pour un tout petit peu stabiliser le fichier. Donc le fichier le nombre de sinistrés peut être revu à la baisse, à la hausse selon le cas, mais la réalité c'est que les déclarations sont au nombre de 7300 à peu près. Il y a également toujours en guise d'appui aux sinistrés des matelas dont l'acquisition est en cours et certainement sous peu
vous aurez peut-être des matelas qui seront offerts aux sinistrés, qui n'ont rien à voir avec les matelas déjà sur lesquels évidemment ils dorment la nuit. Donc voilà tout cela. Donc ça évolue. Donc nous faisons des requêtes et en fonction de la pertinence de ces requêtes, évidemment, l'autorité réagit et accompagne. Inondations dans le nord du pays. Les eaux de pluie et le fleuve qui déborde ont envahi Djamel, populeux village de la capitale régionale. Le seul poste de santé de la zone est inondé. En visite, le ministre de l'Intérieur propose la délocalisation, la seule alternative. Abdourahmane Diène. Le ministre de l'Intérieur a visité quelques localités ayant été durement touchées par les inondations. Matam est un cas singulier à constater à Lingundiaï. Matam fait partie des régions où des sinistres ont été notés, pratiquement à l'échelle de la région. Et nous avons remarqué peut-être un type de sinistre un peu différent de ce qu'on a vu ailleurs. Ici, nous avons d'abord l'eau du fleuve qui, du fait donc, de son niveau, a envahi les maisons limitrophes. Ça, c'est d'abord un premier constat. Le fleuve qui culmine à une hauteur de 8,43 m ce dimanche a déjà inondé la seule structure sanitaire de Djamel. La délocalisation des sites semble être la seule alternative. En vérité, je pense que dans l'immédiat, en tout cas concernant le poste de santé, la meilleure solution serait de délocaliser aujourd'hui parce qu'on ne peut pas quand même arrêter, comme on a l'habitude de dire, on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. À Dialobé, commune de Aouré, ce sont les populations qui parlent au ministre sans filtre de leur calvaire. L'eau ne pouvait pas passer et va dans le village. Non, ne peut pas passer et puis remonte. Okay. Il traverse le village jusqu'au cimetière. Il a enlevé les morts de leur tombeau. Le mur du cimetière est tombé. L'eau est rentrée dans les cours. Passé chez moi. L'eau est arrivée ici. Okay. Tout ce que j'avais semé dans ma cour, c'est gâté. Face au pont de Dialobé dévasté par les eaux, la députée Néné Maïram Kane réclame du neuf pour les ouvrages. Écoutez. Pour tous les départements. Oui. C'est le ministre. Voilà, réparation. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, 4 mm de pluie sont enregistrés ce lundi à Kaolack depuis le début de l'hivernage et en 43 jours de pluie, plus de 732 mm d'eau sont tombés dans le Saloum la semaine dernière. Plus de 632 ménages et plus de 4000 personnes étaient affectées par les inondations. C'est un reportage signé Mamadou Camara. Ce lundi matin, il a encore plu à Kaolack. La quantité d'eau qui est tombée est de 4 mm en 43 jours de pluie. Au total, 732,1 mm sont enregistrés depuis le début de l'hivernage. Il faut signaler que la semaine dernière, 632 ménages ont été affectés par les inondations et plus de 4000 personnes étaient dans le désarroi. Le trafic routier est actuellement très dense. Avant l'arrivée du chef de l'État, le président Macky Sall, à Kaolack, toutes les routes qui étaient truffées de nids de poules et remplies d'eau ont été bricolées entre Kaolack et Kaffrine. Les routes commencent à se dégrader parce qu'elles n'ont pas été bien faites. Au niveau du centre-ville, l'Office national de l'assainissement du Sénégal effectue des travaux de réhabilitation de son système d'évacuation des eaux usées entre la police et le marché central. À hauteur du service des impôts et domaines, une marée d'eau empêche les automobilistes de passer. Ces derniers sont obligés de faire un grand tour pour arriver à destination. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Relance de l'économie dans ce contexte de pandémie. Le chef de l'État a fait de l'agriculture la priorité. En effet, l'agriculture est le moteur de notre croissance, mais pour atteindre les objectifs, il faut plus d'investissement, plus d'équipement et plus d'organisation, explique Souleymane Astou Diagne, le maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bambey. Il trace la voie pour une meilleure politique agricole. Il sera notre invité. La situation du jour du coronavirus, 24 nouveaux cas, dont 9 communautaires pour 198 patients guéris. Le nombre de patients sous traitement passe sous la barre des 3000. Aucun nouveau décès ces dernières 24 heures. Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, fait le point. Sur 997 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,41%.
Les cas positifs se répartissent comme suit. 15 cas contacts suivis par nos services et 9 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Diamniadio 1, Fan 1, Fanok 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Mbao 1, Mbour 1, Ouagouniaï 1 et Ouakam 1. 198 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 26 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 20 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 738 cas ont été déclarés positifs, dont 11 458 guéris, 302 décédés et donc 2 977 patients sous traitement. Célébration ce 21 septembre de la journée mondiale de l'Alzheimer, une pandémie silencieuse qui affecte toutes les 30 secondes une personne dans le monde. La maladie d'Alzheimer qui est la forme la plus fréquente des démences se manifeste par des troubles de la mémoire et affecte les personnes âgées. Au Sénégal, 6 à 10% des personnes âgées de 60 ans et plus sont affectées par la maladie d'Alzheimer. Un dépistage précoce permet de ralentir la progression de la maladie et de prévenir les complications, d'où l'intérêt pour les familles de mieux connaître la maladie d'Alzheimer pour la détecter très tôt chez le sujet âgé. À défaut, le traitement peut s'avérer être très coûteux à un stade avancé. Les explications du professeur Mamadou Koumé, gériatre, enseignant-chercheur à la faculté de médecine de l'UCAD, président de l'Association nationale de la maladie d'Alzheimer, interrogé par Marie-Roselyne Ndiaye. C'est vrai qu'elle est très coûteuse si on parle des médicaments, parce que les médicaments utilisés pour traiter la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire les inhibiteurs de l'acétylcholine estérase, c'est des médicaments parce que dans la maladie d'Alzheimer, il y a un déficit de neuromédiateur qu'on appelle l'acétylcholine, et le tout est de préserver le minimum récent d'acétylcholine par des médicaments qui empêchent sa destruction. Et ces médicaments coûtent relativement cher, en général 50 000 par mois. Bon, mais c'est pas l'essentiel du traitement. L'essentiel du traitement est plutôt un bon soutien psycho-affectif. Parce que l'objectif du traitement, c'est non seulement de ralentir la progression de la maladie, de traiter les complications, de traiter les troubles du comportement, de prévenir les complications, mais surtout d'une bonne insertion sociale. Et ça suppose un bon plaidoyer auprès des familles pour connaître la maladie. Parce que l'intérêt, c'est de connaître la maladie pour procéder à un dépistage assez précoce, parce que cette maladie, quand elle est dépistée précocement, la prise en charge est très facile, parce qu'on peut accompagner la famille. Mais si elle est dépistée ou diagnostiquée au moment des complications, où le malade commence à avoir des troubles du comportement, le malade commence à avoir des chutes, où le malade commence à faire une dépression, une dénutrition, c'est souvent assez difficile à récupérer. L'autre chose, c'est nous avons la chance d'être dans une société qui ne fait pas de cette pathologie une stigmatisation. Heureusement, parce que bon, tout le monde connaît le terme NAR, qui est assimilé à la vieillesse, sauf que c'est pas forcément assimilable à la vieillesse, c'est une maladie qui survient avec la vieillesse, elle est acceptée, donc relativement, c'est d'assister les familles, faire un assez de plaidoyer pour que les gens soient conscientisés, soient éduqués, et ensemble en tout cas pour accompagner les familles à prendre en charge cette maladie qui est en fait vraiment la plus grande détérioration qui peut atteindre le cerveau humain vieillissant. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Élection présidentielle en Guinée, l'opération de distribution des cartes d'électeurs connaît un faible engouement dans plusieurs centres de la capitale sillonnés par notre correspondant. Seulement quelques citoyens sont venus récupérer ce sésame. La Commission électorale nationale indépendante espère un changement avec la sensibilisation par le biais des religieux. On suit ce compte rendu signé par notre correspondant Amadou Ribari. Dans ce centre de distribution, dans la haute banlieue de Conakry, nous trouvons que 2 citoyens sur place venus récupérer leur carte d'électeur. Depuis le début de l'opération qui a démarré samedi dernier, le rythme est le même. Sur place, sur plus de 1500 cartes à disposition, seulement 100 sont encore données à leurs propriétaires. Un manque d'engouement que regrette cette représentante de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je vais faire l'appel aux citoyens
de venir prendre leurs cartes. Parce que quand on garde vos cartes ici, ce n'est pas inutile de les garder. Donc, je prie les citoyens de venir prendre leurs cartes pour qu'ils puissent aller voter paisiblement. Mamadou Alpha Bari, étudiant en biochimie, se distingue des autres. Aussitôt rentré du pays, il est venu récupérer sa carte d'électeur pour, dit-il, voter pour le candidat de son choix le 18 octobre prochain. Il invite d'ailleurs les autres à faire autant. Je suis venu récupérer ma carte d'électeur. Là, je viens d'accomplir mes devoirs en tant que citoyenne guinéenne, voter au niveau des élections 2020. En tant que citoyenne guinéenne, quand il y a des élections, il faut participer. Quand tu t'es recensé, il faut venir récupérer ta carte. Dans cet autre quartier du centre-ville de Kaloum, le constat est le même. Sur place, nous trouvons une petite file formée. Des cartes d'électeurs étalées sur table, mais qui ne trouvent pas de preneur. C'est 3 différentes bases. Donc il y a une base ici, et il y a une base à la mosquée Tadi là-bas, et il y a une base au marché encore. Nous avons le numéro, parce que moi j'ai 2 grands qui n'ont pas le temps, ils sont à la maison et ils sont au boulot, mais je les ai appelés de passer prendre leur carte. Face à ce faible taux dans la distribution des cartes d'électeurs, l'institution en charge des élections multiplie les appels pour inviter les 5 millions d'électeurs à aller récupérer leurs cartes. Des messages sont passés dans les lieux de culte et sur les places publiques pour pousser les électeurs à voter le 18 octobre prochain. Amadou Ribari, correspondant Guinée-Conakry pour Sud FM. Amadou Ribari, merci. À présent, accueillons notre invité. Sud FM, l'invité du jour. Il s'agit de Souleymane Astou Diagne, maître de conférence à l'université à l'UNDIOP de Bambey. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Souleymane Astou Diagne, maître de conférence à l'université à l'UNDIOP de Bambey, économiste. Le chef de l'État a déclaré hier dans la région de Kaffrine que l'agriculture est un pilier essentiel dans la relance de l'économie post-Covid. Est-ce faisable? En réalité, l'agriculture est un secteur moteur. Donc, si dans la relance post-Covid-19, il affirme que l'agriculture doit jouer son rôle, cela s'inscrit en fait dans l'ordre naturel des choses, parce que l'agriculture est un secteur extrêmement important de l'économie. Je rappelle juste pour le cas du Sénégal que l'agriculture polarise tout secteur, en tout cas quasiment 8% du budget du Sénégal, et emploie plus de 65% de la population rurale. Donc, ce qui confirme en fait son poids prépondérant dans l'économie sénégalaise. Maintenant, l'agriculture, comme vous le savez, au Sénégal, doit relever d'autres défis, tels que l'importance de l'autosuffisance alimentaire, qu'on avait en fait en 2017. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais nous sommes sur la bonne voie. Et de faire de sorte également que le Sénégal puisse respecter le protocole de Maputo, qui recommande en fait aux États de l'Union africaine d'utiliser 10% de leurs ressources budgétaires nationales au développement agricole et rural. Et aujourd'hui, le Sénégal est à 8%. Donc, l'agriculture, pour conclure, demeure un secteur moteur de la croissance économique au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire justement? Alors, ce qu'il faut faire, il me semble, ce qu'il faut faire, c'est qu'en réalité, il faut non seulement augmenter les sommes qui sont investies, donc la dynamique d'investissement en termes d'équipement, de recherche scientifique. Également, il faut de l'organisation, des organisations paysannes, plus toutes les institutions publiques d'appui au secteur. Il faut également les technologies. On ne peut plus continuer à faire l'agriculture paysanne. Il nous faut une agriculture performante qui augmente sensiblement le rendement. Et pour ça, il faut vraiment une volonté politique et un accompagnement de l'État, plus une responsabilisation des acteurs qui puisse nous permettre d'avoir à terme, je vais dire, une bonne politique agricole. Je rappelle que nous ne sommes pas très loin, mais il y a encore d'énormes efforts à faire dans le sens de densifier la politique agricole pour que nous obtenions d'ici quelques années l'autosuffisance alimentaire. Quel est le rôle des coopératives agricoles et surtout l'implication du secteur privé? Oui, je l'ai dit, ce sont les acteurs immédiats. Ce sont les coopératives, les organisations paysannes, les associations, les GIE. Ces acteurs directs également doivent montrer une certaine résilience en termes d'organisation pour pouvoir réussir de la relance
sous-secteur agricole pour ce business. Et vous avez vu que cette année, notre pays a enregistré une forte pluviométrie qui présage en fait de bonnes récoltes agricoles et qui, à mon sens, constituera je veux dire, un effet d'atténuation de la baisse de la croissance économique. Parce que l'agriculture, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, représente un point important dans l'économie. Et donc, cette bonne pluviométrie, je pense que doit être un palliatif pour renforcer le sous-secteur et permettre d'avoir les rendements souhaités et d'augmenter sensiblement la contribution de l'agriculture dans la construction ou la composition du PIB du Sénégal. Alors, même si les rendements sont élevés, on ne transforme pas. Est-ce que ça ne constitue pas un frein? Oui, quand je parle d'organisation, je fais référence à ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, il nous faut entrer dans les chaînes de valeur mondiales avec la transformation de nos produits agricoles, halieutiques et de l'élevage sur place, parce que le tout, en fait, représente une chaîne dont les acteurs doivent s'organiser autour des possibilités pour pouvoir transformer ces produits sur place, créer les emplois sur place et pouvoir s'insérer dans les chaînes de valeur mondiales, c'est-à-dire de pouvoir exporter une partie des produits transformés sur d'autres marchés, que ce soit européens, américains ou asiatiques. Alors, si nous ne le faisons pas, nous risquons de continuer l'économie des traites qui a prévalu des indépendances jusqu'à quasiment au début des années 2000, et que cette économie des traites, en fait, nous appauvrit davantage, parce que ce qu'il y a de productivité dans l'agriculture, c'est pas en fait le côté qui est lié à la terre, c'est en réalité toute la dynamique de transformation, parce que c'est ça qui connecte en fait, le producteur au consommateur. Les produits agricoles sont des produits bruts, après il faut les transformer. Si c'est l'arachide ou c'est le maïs ou le mil, le sorgho, le manioc, etc., ou même les légumes, il faut les transformer. Vous avez vu aujourd'hui quand vous entrez dans les grands magasins, vous voyez, on vous vend des carottes qui sont déjà prêtes à la consommation, l'oignon qui est déjà prêt à la consommation, on vend des frites déjà été découpées, prêtes à la consommation. Donc, c'est ça en réalité la chaîne de valeur. Et donc, nous devons migrer vers cette chaîne de valeur pour pouvoir tirer grandement du sous-secteur agricole. Et ça, il faut nécessairement, il faut l'organisation des acteurs à la. Souleymane Astou Diagne, je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bambey. Sud FM chez vous, à tout instant. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bienvenue dans ce journal de l'économie. L'usure, un vieux souvenir pour les femmes du marché central aux poissons de Pikine. La direction générale a signé une convention de partenariat avec la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour la mise en place de nanocrédits. Des financements qui varient entre 50 000 et 300 000 francs sont octroyés aux femmes pour leur permettre de poursuivre leurs activités normalement. Écoutons à ce propos le directeur général du marché central aux poissons de Pikine, Abou Mbaye. Depuis plus de 2 ans, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime en avait fait son cheval de bataille parce que le constat était général, que ce soit au marché central, que ce soit partout au Sénégal. On avait constaté qu'il y avait des étrangers qui profitaient du manque de financement des femmes pour leur faire de l'usure. Ça, je pense que ça frôle plus de l'esclavage financier que de l'usure. Parce que il y avait des montants extrêmement élevés, un taux de remboursement extrêmement élevé qu'ils mettaient aux femmes, avec une pression qu'ils payaient journalièrement. Donc on en avait fait vraiment notre cheval de bataille. Et aujourd'hui, je suis content de voir qu'après 2 ans, je me suis tellement battu au niveau du conseil d'orientation de la DER pour mettre en place ce nanocrédit. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité. Donc, ça a démarré comme phase test au marché central il y a un peu plus de 2 mois. On a démarré par 5 millions. Maintenant, après 2 mois d'activité, on est à 125 millions avec plus de 557 femmes. Et ce qui me réjouit le plus est que le taux de remboursement avoisine 99%.
Cela montre que c'est une très bonne expérience et que les femmes réellement sont capables de rembourser quand on leur fait confiance. On s'est basé sur la Fédération des femmes. Vous savez, le marché central à l'époque avait plusieurs organisations de femmes. Donc, quand à mon arrivée, je leur ai dit que ce qui peut faire leur force, c'est qu'elles se mettent en fédération, ce qui a été le cas. Déjà, ce qui est important de savoir est que la DER a mis en place l'annexe nanocrédit, l'annexe au niveau du marché, et puis les montants varient entre 50 et 300 000 francs. Un prêt usuraire peut être défini comme tout prêt conventionnel consenti à un taux effectif global qui excède au moment où il est consenti de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre journal de l'économie. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Khady Sène. Rappel des titres au Mali, l'ex-ministre de la Défense Bandao va présider la transition. Un colonel-major à la retraite choisi comme président de la transition par la junte au pouvoir depuis le putsch du 18 août. La cérémonie d'investiture aura lieu vendredi prochain. Un pas franchi vers la bonne direction selon Aloutine, fondateur d'Africa Jom Center. Pape Massata Diack, condamné à 5 ans de prison et 2 millions d'euros d'amende. Il condamne et refute ce verdict selon le fils de Lamine Diack qui ne quittera jamais le Sénégal pour un jugement en France. Les inondations et ses conséquences, 7300 déclarations de sinistres sont enregistrées rien que dans la région de Dakar. Selon le gouverneur, l'opération Fendi a été lancée ce lundi. Un dispositif particulier pour l'évacuation des eaux est mis en place à Kermassar. L'actualité internationale et Info Éco ont complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, Sud de Nutrition, suivi du journal de la culture. Retrouvez à 19h le desk sport dans l'émission Rétro Sport avec Elhaj Malindia et Elhaj Papadia. Merci de votre fidélité.